Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. On le connaît bien, ce petit frisson qui nous traverse quand on hésite à envoyer un message, à partager une idée ou même à choisir un plat au restaurant. Et s'il trouvait ça nul ? Et si je me trompais ? Ce doute, on le porte comme une ombre, une voix qui murmure qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on devrait savoir, être sûr dès maintenant. Pourtant, ce n'est pas le doute en lui-même qui nous use, c'est la façon dont on le vit au quotidien. Prenons ces moments anodins qui finissent par nous ronger. Au travail, quand on relit un email 10 fois avant de l'envoyer, de peur qu'un mot soit mal interprété, par exemple. On passe plus de temps à anticiper le jugement qu'à agir. En création, quand on efface une phrase, un trait, une note de musique parce que ce n'est pas assez profond ou que ça ne ressemble à rien, par exemple. On étouffe nos idées avant même de leur donner une chance. En société, quand on garde le silence dans une conversation, convaincu que notre avis n'apportera rien. Pourtant, après coup, on rumine. Et pourquoi j'ai rien dit ? Face à soi-même aussi, quand on remet en question nos choix les plus personnels. Une tenue, un projet, une relation, qu'importe. Comme si douter de nous était un art, alors que c'est souvent juste la peur de décevoir un idéal invisible. Le pire, on finit bien entendu par croire que ce doute est une faiblesse, alors qu'il est surtout le symptôme d'un monde qui nous demande d'être impec. Des réseaux sociaux où tout semble parfait, des milieux professionnels qui célèbrent ceux qui savent sans hésiter, qui plus est, des relations où montrer son incertitude passe pour un aveu de faiblesse. Résultat, on se sent toujours en décalage, comme si notre cerveau était un détecteur de menaces réglé trop sensible, sonnant l'alarme pour des risques qui n'existent pas. Et c'est là que ça fait mal, parce que ce n'est pas le doute qui nous bloque, c'est la honte de douter. On se dit, les autres, eux, ils foncent, sans voir qu'eux aussi, ils hésitent. Ils ont juste appris à le cacher. Alors on s'épuise, on se fatigue à lutter contre cette voix, à chercher des certitudes, à se comparer, et on finit par oublier une chose essentielle. Le doute n'est pas l'ennemi. C'est le signe qu'on prend la vie au sérieux. Mais quand on le laisse devenir le filtre de tout, il transforme chaque décision en épreuve. Alors aujourd'hui, je propose de changer de stratégie, puisque tout ce qu'on a fait jusque maintenant n'a pas beaucoup fonctionné, ou en tout cas, ça peut être amélioré. Et si déjà, on observait simplement comment ce doute nous parle, pas pour le chasser, mais pour comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Parce que peut-être, juste peut-être, qu'il ne nous sabote pas. Peut-être qu'il nous protège un peu trop. Pourquoi est-ce que nous doutons ? Le doute n'est pas un défaut, c'est une réaction logique à un monde qui nous en demande beaucoup. D'abord parce qu'on vit dans des systèmes qui punissent l'incertitude. Prenons nos milieux professionnels par exemple. On y valorise ceux qui parlent fort, ceux qui tranchent vite et qui donnent l'illusion de maîtriser tout en fait. Pourtant, dans l'ombre, ces mêmes systèmes sanctionnent l'erreur, moquent les hésitations et transforment la réflexion en perte de temps. Alors on apprend très tôt que douter, c'est risquer d'être vu comme faible, comme indécis, ou pire, inapte, pire, inadapté. Le doute n'est pas un problème personnel, c'est souvent la réponse saine à un environnement malsain. Quand on nous répète que les leaders ne doutent pas, comment s'étonner qu'on cache nos questions, qu'on étouffe nos « et si ceci, et si cela ». Ensuite, pourquoi on doute ? Parce qu'on est câblé pour détester l'injustice. Et le doute, c'est aussi une forme de rébellion intérieure, en fait. Quand on hésite à s'exprimer, à créer ou à prendre une décision, c'est parfois parce qu'on sent confusément que les règles du jeu sont un peu biaisées. Sauf qu'en fait, notre doute n'est pas de la paranoïa, c'est un radar. Il détecte les attentes irréalistes, les normes arbitraires, les espaces où notre authenticité n'a pas sa place. Le problème, c'est qu'on nous a appris à interpréter ce signal comme un défaut, alors qu'il est souvent le signe qu'on refuse de se contenter des réponses toutes faites. Et puis aussi, bien sûr, il y a cette peur qui est tellement familière de ne pas être à la hauteur de nos propres idéaux.
On a des standards très élevés pour nos travaux, pour nos relations, pour nos vies. Et quand la réalité colle pas à l'image qu'on s'en fait, le doute s'invite. Est-ce que c'est assez profond ? Est-ce que c'est assez original ? Est-ce que c'est assez authentique ? Est-ce que ça me représente assez ? Mais attention, c'est pas notre exigence qui est toxique ici. C'est l'écart entre ce qu'on nous demande d'être et ce qu'on est vraiment. On doute parce qu'on sent au fond qu'on mérite mieux que le compromis facile, en fait. Le doute ici, c'est pas un ennemi, c'est le signe qu'on refuse de se trahir. Le vrai danger, c'est pas de douter, c'est de confondre nos doutes avec des preuves d'échec, alors qu'ils sont souvent des appels à l'alignement. Et enfin, pourquoi on doute ? Eh bien parce qu'on oublie trop souvent que le doute est un outil de connexion avec les autres. Il nous pousse à chercher, à creuser, à nous entourer de gens qui comprennent nos questions. Le paradoxe de ça, c'est que dans une société qui célèbre l'individualisme, on se sent seul avec nos incertitudes, alors qu'en fait elles sont universelles. Personne ne naît en sachant. Personne ne crée, n'aime ou ne décide sans un frisson d'hésitation. Mais comme on le voit jamais chez les autres, on croit qu'on est les seuls, alors on se tait, on s'isole. Et puis le doute, privé d'air, il devient un monstre en fait. Alors oui, on doute. On doute parce qu'on est sensible aux incohérences, parce qu'on refuse les demi-mesures, parce qu'on aspire à quelque chose de plus vrai que les certitudes toutes faites, parce qu'on n'admet pas quelque chose qu'on essaye de nous flanquer dans la tête sans explication. Le doute, c'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve qu'on est en vie, qu'on pense, qu'on résiste. Le vrai travail, c'est pas de l'éliminer, c'est de l'écouter différemment. Pas comme une voix qui nous retient, mais comme une boussole qui nous rappelle « Attends, réfléchis, choisis et choisis-toi ». Nos comportements classiques. Quand le doute nous ronge, on essaie tout pour s'en débarrasser. On se répète « Arrête de trop penser »,« Stop tes pensées ». On cherche des réponses définitives, on se compare à ceux qui semblent 6 sur 2, n'est-ce pas ? Mais ces stratégies, aussi logiques qu'elles paraissent, nous enferment souvent dans un cercle vicieux. Quand on nie le doute, quand on dit « je dois pas écouter ça, faut que j'avance », eh bien c'est quoi le résultat ? C'est qu'en fait on agit en pilotage automatique. Et après coup on se sent vide, comme si on avait trahi une partie de soi-même. Parce que forcer la confiance, c'est pas la construire, c'est juste étouffer un signal important. Ensuite, les comportements classiques qu'on a face à ça, c'est qu'on cherche des certitudes absolument coûte que coûte. On accumule les avis, les données, les validations extérieures, dans l'espoir que cette fois ce sera assez. Mais plus on sait, plus il y a à savoir. Donc plus on sait, plus il y a à savoir et plus on se noie. Le doute disparaît pas, il se déplace. Et si j'avais mal interprété ? Et si je passais à côté de quelque chose ? Et on finit par confondre prudence et paralysie. Et puis, il y a l'imitation. Un tel ne doute jamais, alors je vais faire comme lui. Et puis ça va bien m'emmener quelque part. Ah oui, ça c'est sûr. Sauf que copier les autres, c'est exactement pareil que de mettre un masque. Ça marche un temps, parce que ça peut nous emmener effectivement quelque part, mais tôt ou tard la dissonance nous rattrape, c'est normal. Et on se dit, pourquoi est-ce que ça me ressemble pas ? Parce que c'est un masque. Parce que le doute, c'est pas un ennemi à vaincre, c'est une partie de nous, en fait. Donc c'est une partie de nous qui refuse de se conformer sans comprendre. Mais c'est hyper bien, en fait. Et enfin, les comportements qu'on a face au doute, c'est l'évitement. On se dit, si je prends pas de décision, je me tromperai pas. Ça c'est sûr. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Sauf que ne pas choisir, finalement, c'est encore un choix. Et c'est souvent le plus douloureux, parce qu'on reste coincé dans le « et si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé ?» Donc là, en fait, on a fait un choix, mais en plus, on regrette. En plus, on a le regret en prime. Ces tentatives-là, elles échouent parce que, en fait, elles partent d'une fausse idée, que le doute est un problème à résoudre, alors qu'en réalité, c'est un mécanisme de protection. Il nous dit juste « attends, quelque chose ne colle pas ». Le vrai danger, ce n'est pas le doute. C'est de croire qu'on peut ou qu'on doit s'en débarrasser. Et donc, on va retourner, on va chambouler tout ça, parce qu'on adore transformer les freins en force. Voici quelques suggestions beaucoup plus valables, beaucoup plus utiles et beaucoup plus intéressantes.
de considérer nos doutes. D'abord, le doute, c'est un filtre à bullshit. Dans un monde où tout va vite, où les réponses toutes faites pullulent, eh bien le doute nous force à ralentir, à questionner, à creuser, à peaufiner notre esprit critique en se posant la question: est-ce que cette décision est vraiment alignée avec ce que je veux ? C'est ce doute-là qui nous empêche de suivre bêtement les modes, les attentes, les chemins qui sont tout tracés. Sans lui, on serait des automates. Ensuite, le doute est un moteur de création. Les idées les plus originales naissent rarement de la certitude, mais du fait de quand on se dit « et si on essayait autrement ? Et si on testait ça, juste pour voir ? Et si on laissait faire juste pour voir ce qui va en ressortir ?» C'est dans l'hésitation que se cachent les innovations, les œuvres qui touchent, les relations qui comptent. Parce que douter, c'est refuser les solutions faciles. Le doute, c'est aussi un lien vers les autres. Quand on ose dire « je ne sais pas, j'hésite, aide-moi à y voir clair », on crée des espaces de vulnérabilité où la vraie connexion devient possible. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui ont toujours eu raison, mais de ceux qui ont eu le courage de montrer leurs questions. Et enfin, le doute, c'est aussi la preuve qu'on grandit. Une plante qui pousse ne doute pas, mais un humain, si. Parce qu'on n'est pas fait pour stagner, mais pour évoluer. Et l'inconfort fait partie du processus, comme vous le savez déjà. Alors oui, le doute peut faire mal, évidemment, mais c'est souvent le signe en fait qu'on est sur le point de dépasser une limite, pas celle des autres, la nôtre. Et c'est ça qui est précieux. Il est donc un filtre à bullshit, un moteur de création, un lien vers les autres et la preuve qu'on grandit. Si on sait bien le manier, et c'est ce qu'on va voir juste après. Le but n'est donc pas d'éliminer le doute, mais de l'apprivoiser, de lui dire « je t'entends, merci de veiller sur moi, mais cette fois on va avancer quand même ». Parce que les choses qui comptent vraiment, les projets, les relations, les vies qui nous ressemblent, se construisent malgré le doute, et parfois grâce à lui. Donc voyons maintenant comment transformer cette bonne énergie en concret, en action. Pour comprendre ce qu'il essaie de nous dire et enfin agir avec lui, voici un exercice simple en 3 étapes à faire quand il s'invite. L'idée est de comprendre si le doute vient de nous personnellement ou du système, puis d'agir en conséquence. Le but, c'est de trouver les bonnes questions et les bonnes réponses. Alors si le doute vient de nous, la question à se poser c'est « qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus aligné avec mes valeurs ?» évidemment. Et si le doute vient du système, la question c'est « comment est-ce que je peux me protéger ou m'adapter sans perdre ce qui compte pour moi ?» C'est ça les bonnes questions. Et en gros, pour les 2 cas, si le doute avait une voix bienveillante, que me conseillerait-il pour avancer sans me trahir, pour transformer ce que je considérais comme une faiblesse en force ? Voilà le but de cet exercice. Nous allons d'abord analyser cette structure, puis comprendre ce qu'il faut faire selon les résultats de l'analyse, et enfin, bien entendu, agir. Prenez votre petit carnet d'études ou ouvrez une note sur votre téléphone et suivez ce petit plan. Première étape, bien discerner le comportement et le système, le contexte. Quand le doute surgit, on a tendance à se juger. Je suis trop indécis, je n'ai pas confiance en moi. Mais le doute n'est presque jamais un problème personnel, c'est souvent la réaction à un contexte. Alors commençons par se demander, dans quel système est-ce que je doute ? Est-ce que c'est au travail ? Où les erreurs sont mal vues et où il faut toujours avoir l'air sûr de soi ? Est-ce que c'est quand je crée quelque chose, où on a l'impression que tout a déjà été fait et que notre petite voix ne compte pas ? Est-ce que c'est en société, où montrer ses incertitudes, ça passe pour une faiblesse ? Ou est-ce que c'est face à moi-même ? Parce qu'on a peur de décevoir nos propres attentes, en fait, tout simplement. Posez-vous ces questions. Par exemple, si on hésite à partager une idée en réunion, le problème n'est pas forcément que je suis timide. C'est peut-être que, dans cette équipe, les idées sont souvent critiquées sans bienveillance. Le doute, c'est pas un défaut, c'est un signal. Il nous dit que quelque chose dans l'environnement ne nous convient pas. Donc il faut analyser l'environnement. La question clé, c'est si j'avais pas peur des conséquences, est-ce que ce doute existerait encore ? Si la réponse est non, alors le vrai travail n'est pas de vous changer vous,
mais de modifier votre rapport à ce système. En posant des limites, en cherchant des alliés ou en acceptant que le problème ne vient pas de nous, tout simplement. Déjà, c'est un bon départ. Ici, vous avez donc identifié une donnée très importante. Soit le doute vient de vous personnellement, soit il vient du système. C'est l'un ou l'autre. Donc là, nous allons voir les solutions pour les deux cas. Le cas numéro 1, le doute vient de vous personnellement. Par exemple, vous avez peur de l'échec, vous êtes perfectionniste, vous manquez de confiance en vos propres capacités, vous avez un sentiment d'imposture ou que sais-je. Ici, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à agir avec le doute, plutôt que contre le doute, en le transformant en curiosité ou en prudence utile. Si c'est ça, l'exercice est simple. D'abord, c'est de réécouter cette émission pour bien changer notre relation au doute, parce que c'est ça l'essentiel, et ensuite faire le premier pas. Puis continuer à marcher jusqu'à ce qu'il soit tout à fait normal d'agir avec le doute. Limite, être content quand le doute arrive, parce que ça permet de dépasser une limite et de monter au niveau supérieur. Et les petits pas que vous pouvez faire, c'est par exemple envoyer un message ou un email que vous reportez depuis des jours, écrire une ébauche même imparfaite de votre projet, un essai zéro, quelque chose que vous pouvez jeter après, ça enlève la pression du résultat final de faire ça. C'est partager une idée avec une personne de confiance, c'est travailler sur cette créa en seulement 2 minutes et après vous arrêtez. Quoi qu'il en sortira, on s'en fiche, c'est juste 2 minutes. Et là, vous ne le voyez pas, mais je vous fais évidemment un gros clin d'œil parce que la plupart du temps, on a envie de continuer. Et quand vous ruminez après en vous demandant si vous avez bien fait, moi je vous le dis, oui, vous avez bien fait. On stoppe les ruminations inutiles. Commencez petit et focalisez-vous sur comment les choses se perfectionnent d'elles-mêmes grâce à ces petits pas que vous avez faits. Observez bien ça et comprenez qu'il est nécessaire d'y aller. Okay, c'est en observant ce processus se dérouler que vous allez voir comment on marche avec le doute et pas sans, justement. Le cas numéro 2, c'est quand le doute vient d'un problème avec le système. Par exemple, un milieu pro-toxique, des attentes irréalistes, un manque de soutien, une culture de la perfection. Ici, on identifie les vrais leviers pour naviguer dans ce contexte sans s'épuiser. Et ici, il y a 3 leviers à expérimenter. C'est premièrement agir dans le système en se protégeant, jouer selon les règles du système en se protégeant en fait. Deuxièmement, c'est changer sa façon d'interagir avec le système, exprimer ses doutes sans se mettre en danger. Ou troisièmement, essayer de changer le système ou de le quitter. Donc c'est bien 3 niveaux bien distincts. Donc premièrement, on agit dans le système, on ne change pas les règles, on n'interagit pas avec lui, mais on apprend à jouer selon les règles. Deuxièmement, on change sa façon d'interagir avec le système. Ou troisièmement, on essaye de changer le système si c'est possible, ou on se casse. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment à vous de choisir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Ou alors de tester un levier, et puis si ça ne marche pas, en tester un autre, puis un autre, puis un autre. Enfin, puis un autre, puis un autre. 3 fois, puisqu'il n'y en a que 3. Donc voilà les bonnes solutions possibles. Parce que la plupart du temps, on se dit « j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas ». Alors qu'en fait, on n'a pas tout essayé. On a mal analysé le truc ou on n'a essayé qu'une seule chose, de plusieurs manières différentes, alors qu'il y a plusieurs niveaux d'action, en fait. Donc je vous donne des exemples par levier. Donc dans le premier levier, agir dans le système en se protégeant, soit jouer selon les règles du système, en milieu pro par exemple, vous pouvez préparer vos interventions à l'avance pour vous sentir plus sûr au moment donné, donc en réunion ou que sais-je. Vous pouvez trouver un allié dans le milieu, dans le système, pour partager vos incertitudes. Vous pouvez vous donner la permission de dire que vous ne savez pas ou que vous réfléchissez et que vous revenez vers votre interlocuteur plus tard. Vous pouvez créer des zones tampons, c'est-à-dire, par exemple, bloquer 30 minutes dans votre agenda pour relire vos emails avant de les envoyer, même si votre équipe attend des réponses rapides. Ça réduit les erreurs et ça donne un sentiment de contrôle. En création, par exemple, ne montrez vos ébauches qu'à 2-3 personnes de confiance, pas à tout le monde. Ça peut être aussi demander un feedback sur une partie précise de votre projet, pas sur l'ensemble. Ça, c'est une façon de se protéger à l'intérieur du système, de jouer selon les règles du système. La question à vous poser, c'est quelle action est-ce que je peux poser pour me sentir plus en sécurité, sans changer le système ? Donc ici, ce sont des actions personnelles que vous mettez en place. Ça n'engage que vous. Vous voyez ? Le deuxième levier, c'est sa façon d'agir avec le système. C'est exprimer ses doutes sans se mettre en danger. Donc ici, ce sont des actions que vous mettez en place vis-à-vis des autres.
contrairement aux actions perso qui n'engageaient que vous-même, qu'on vient juste de voir. En fait, c'est vraiment une façon d'exprimer ses doutes en restant en sécurité. Alors ici, par exemple, vous pouvez, en réunion, dire que, alors quand vous vous apprêtez à prendre la parole, commencez par « je suis pas sûre à 100%, mais voici ce que je propose ». Ça donne la permission aux autres de douter aussi. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez prendre l'habitude de dire « je vais vérifier et je reviens vers vous », au lieu de s'engager sur le champ avec un gros risque de prendre une mauvaise décision, sans, prendre une mauvaise décision parce que vous n'avez pas réfléchi, en fait. Vous pouvez aussi revenir sur ce qui a été fait, dans le sens où vous dites « est-ce qu'on a déjà essayé ça en réponse à un problème similaire ? Et ça avait donné quoi, ça ?» Ça montre que vous réfléchissez au processus, pas seulement à votre performance, en fait. Donc, aussi, du même ordre, proposer des alternatives. Par exemple, au lieu de critiquer les idées, est-ce qu'on pourrait partir de ce qui fonctionne déjà, par exemple ? C'est subtil tout ça, mais ces petits réalignements cumulés, en fait, ça finit toujours par faire des grandes choses. Donc ça, c'était pour le 2e levier. Et enfin, pour le 3e levier, donc essayer de changer le système ou de le quitter, ici, il faut vraiment se poser la question des règles implicites qui font que notre doute est logique dans ce système, et essayer de changer les règles. Attention, c'est un peu plus radical ici, et vous vous apprêtez à chambouler l'ordre établi, donc soyez prudents. Trouver les règles implicites, par exemple, c'est que dans ce système, le doute n'est pas toléré, qu'il faut toujours avoir l'air de tout maîtriser, par exemple, que ici, l'erreur est sanctionnée, donc le doute est risqué. Ça peut être aussi simplement que le système n'est pas forcément mauvais, mais qu'il ne fournit pas non plus d'espace sûr pour l'expression des incertitudes. Et ensuite, selon les règles que vous avez trouvées, que vous avez décelées, proposez par exemple de développer une culture de l'erreur au sein du système. Essayez d'inciter les autres à ne pas être d'accord avec vous de façon saine pour enrichir le débat et laisser sa place aux questions. C'est parler ouvertement du doute et chercher à comprendre comment les autres le considèrent. Toujours, bien sûr, dans le respect et en gardant en tête que tout le monde a sa propre vérité. Mais en gardant en tête aussi que même si tout le monde a ses vérités, il vaut mieux s'en servir comme des forces que comme des faiblesses. Enfin, vous voyez l'idée. Le monde a besoin de gens qui osent dire « je ne sais pas » dans un océan de certitude, qui transforment leur peur en curiosité et leurs échecs en leçons. Le monde n'a pas besoin de robots lissés, mais des âmes qui trébuchent, qui s'interrogent et qui finissent par tracer des chemins que personne n'avait vus. Alors la prochaine fois que le doute viendra frapper à votre porte, souriez-lui, offrez-lui une tasse de thé et dites-lui « je t'entends, mais cette fois mon petit coco, on avance ensemble ». Parce que les choses les plus belles, les idées qui marquent, les œuvres qui touchent, les vies qui inspirent, naissent rarement de la confiance aveugle. Elles naissent de ceux qui ont osé douter et agir quand même. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!